Bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce conseil municipal de 1er de 2025. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, présenter au conseil municipal, ça a déjà été fait, mais fait tous nos voeux et tous mes voeux de bonheur et de santé pour 2025, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent et qui nous entendent. Voilà. Merci. Donc Rémi, s'il vous plaît, on va faire l'appel. Merci. Aubanel Jean, procuration Gady Sébastien. Balme Emmanuel. Bonin Virginie, procuration Rieux Fromentin Françoise. Bonnet Franck. Broche Nicolas, procuration Balme Emmanuel. Bruère Jean-Louis. Capio Thierry. Carémio Paulette. Colomb Cathy, procuration Lapierre Marie-Jeanne. Échalier Cathy. Faucuy Georges. Froment Arnaud. Gady Sébastien. Hugo Julien, procuration Michel Jean-Marc. Lapierre Marie-Jeanne. Laurent Josy. Lopez Maltès Vera, procuration Échalier Cathy. Manifacier Jean-Paul. Michel Jean-Marc. Présent. Rénard Christiane. Richard Annie. Rieux Fromentin Françoise. Et Thibon Hubert. Merci Rémi. Désignation du secrétaire de séance qui, dans la suite logique des choses, sera. Alors, comme Hugo Julien est absent, c'est Marie-Jeanne Lapierre. Merci Marie-Jeanne d'avoir accepté. On va passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 18 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal ou des questions? Non. Parfait. Merci. Je fais passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci beaucoup. Premier point à l'ordre du jour. S'il s'agit de la convention avec le CISPEC pour mener une étude, je dirais enfin, sur la place Henri-Thibon. C'est une préétude qui concerne tout d'abord l'eau potable et l'assainissement, et aussi tout ce qui concerne le pluvial, qui est de la compétence communale, bien sûr. On est obligé de savoir, on avait démarré un petit peu sur cette place Henri-Thibon, mais il y a un imbroglio au niveau des réseaux, avec des canaux bâtis et des réseaux qui passent sous les habitations privées. Je crois qu'il faut être bien clair sur ce qu'on va faire, parce que dans le but d'aménager la place, il faut quand même qu'on sache d'abord ce qui s'y passe dessous, et pour refaire les réseaux. Alors, on va mener ça concomitamment avec ce qui concerne l'étude de l'OPH et la réhabilitation d'un secteur qui se trouve au quartier des Masseguisses et qui concerne aussi la rue de la Fabrerie, la rue de la Fusterie, la place du Lavoir, la rue de la Fontaine, la rue de la Calade, la rue de la Remise, la rue du Couvent et la rue du Cansen. Sachant que ces études vont être menées par le CISPEC et ça sera ensuite, je dis, redispatché communes et syndicats. Je crois que ça fait quand même, ça fait bien plus de 40 ans que j'entends parler de la place Henri-Thibon et qu'il y a eu des projets. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avant d'aménager la surface, il faut quand même savoir ce qui s'y passe dessous. C'est dommage de faire le dessus sans faire le dessous, sachant qu'on a quand même, j'ai toujours l'honneur de le qualifier un grand ami, le Bourlaric dessous. Donc il faut quand même en prendre compte de ce Bourlaric. Voilà. Alors, moi je vous propose de démarrer ces préétudes, celle de la place Henri-Thibon et celle aussi du secteur des Masseguisses, mais là, c'est plus dans le cadre de l'opération programmée de l'aménagement de l'habitat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pour le moment, c'est juste pour lancer les études. On a aucun montant. Les préétudes vont commencer à nous donner ensuite des montants, peut-être, même certainement, des montants de travaux. Je pense que ça ne sera pas anodin. Le but, ce serait peut-être de démarrer aux alentours de 2026. Je crois qu'on peut être dans les coups, si on amène ça déjà au début de l'année 2025, on pourrait finaliser des études avec le CISPEC, donc en courant 2025. Question.
Juste des précisions. Donc, on va être d'accord sur le principe parce que c'était quand même, si je me souviens bien, sur le plan que l'on avait fait faire au mandat précédent, une des dernières priorités numéro 1 à faire, sinon la dernière, je crois. J'ai oublié de le préciser après. Voilà, donc merci c'est bien ça. Jean-Paul de le préciser. Et par contre, ce qu'on aimerait avoir, c'est que là, on vote un peu en blanc, je dirais, parce qu'on n'a pas de convention. C'est-à-dire qu'il faudra bien un jour voter cette convention, qu'elle soit en l'accord. On n'a rien là, aucun papier. Non, mais il y a rien, mais la convention n'est pas finalisée. Alors, c'est vraiment un vote de principe pour savoir si on lance la chose. D'accord. Voilà. Donc après, on aura la convention. Oui, mais c'est plus parce qu'il faut savoir dans quelles conditions on va le faire. Parce qu'on va être obligé de conventionner tout ce qui concerne eau, assainissement d'un côté et pluvial de l'autre. On va essayer de mener les travaux ensemble et puis ça, ensuite savoir qui paie quoi après. Et voilà. Mais non, mais ça, on n'a pas on est sur vraiment pour lancer le principe de la chose. On l'a délibéré, nous, un comité syndical du syndicat de l'eau, et ça a été voté à l'unanimité. Hein. Donc, je dirais, bon, c'est quand même un petit peu normal qu'aussi la commune des Vaches, elle est un peu pour elle. Voilà. Non, mais c'est vraiment des quartiers, effectivement, sur les Vances qui en ont énormément besoin et qui, jusqu'à présent, déversent dans la Bourdarique. À peu près, pas tout le monde, mais beaucoup. Hein. C'est pour ça que je l'ai bien remercié une fois de plus, le Bourdarique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Je fais voter. Juste, alors, une précision, Jean-Marc. Vas-y, je t'en prie, Thierry. Là, la convention avec le CISPEC, c'est pour lancer une étude. Une pré-étude même. Hein. Alors, une étude quand même. C'est une étude. Ça ne concerne pas encore les travaux. Hein. Cette étude, elle sera lancée en fait par le CISPEC. Hein. Nous, on prendra le prorata. Il y a 3 réseaux, hein, donc le pluvial, le potable et les eaux usées. Donc on verra comment ça fait, hein, mais comme c'est un petit peu quand même dessous les maisons, là, c'est un petit peu à chaque fois un peu en dentelle. Donc il sera peut-être un peu compliqué de tailler les prix, hein, de les faire mais probablement que c'est le CISPEC qui mènera toutes les études quand même. Ah mais oui, tout à fait. Le CISPEC pourrait être un maître d'ouvrage. Tout à fait, parce que le but de la manœuvre, c'est de mettre les réseaux sous le domaine public. Ah. Alors, il faudra quand même qu'on détermine où se situe maintenant le domaine public si on aménage. Ouais. Voilà. Mais bon, ce qui est important de savoir et de connaître, c'est de savoir vraiment ce qui s'y passe dessous. Parce que au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des soucis d'eau parasites qui nous viennent de la rue des Bourgades, et aussi d'ailleurs, et c'est plein de sources. Il faut essayer de canaliser tout ça. Et il y a des réseaux unitaires, il y a des canaux bâtis qui passent sous les habitations. C'est très très complexe. Et je pense que dans un premier temps, il faut connaître ce qui s'y passe pour pouvoir s'organiser après en matière de travaux. En parlant de raccordement, on va mener vraiment une campagne au niveau du syndicat concernant les habitations et les logements qui ne sont pas raccordés et qui auraient dû l'être depuis, j'allais dire, presque depuis des décennies, parce que j'ai simplement évoqué la place Ollier, on a des tabourets qui sont nickel, on peut même imaginer dedans. Voilà. Oui, là, justement, c'était aussi la question complémentaire qui ne concerne pas ce projet-là. Comment ça s'est branché après les travaux qu'on a pu faire autour de la place Ollier ou la rue du Temple, par exemple, parce qu'on avait mis en demeure certaines maisons de se brancher, alors les donnant un temps de 2-3 ans, je ne me rappelle plus qu'on avait dit. Est-ce qu'il y a donc une vérification derrière qui est faite ou pas? Est-ce qu'on l'a faite? Parce que c'est un vrai chantier, je sais bien. Je vais répondre. Parce que ça me tient à cœur. C'est le CISPEC, ça, quand même. Là, on est délégué au CISPEC, maintenant. J'entends, mais comme on avait lancé, nous, les parties de la mairie, quand on a fait le constat de ceux qui n'étaient pas branchés ou mal branchés, bon, voilà, c'est le CISPEC qui le fera, je sais bien. Oui. De poser la question. Bon, donc je vais répondre, mais là, en tant que président du syndicat, on va mener une campagne parce qu'on est en train de monter un service de police et de contrôle de l'assainissement collectif. Ce qui veut dire que c'est bien beau d'engager des travaux, pour même des centaines de milliers d'euros de travaux, si vous regardez les canalisations passer devant la maison, ça s'en occuper.
Alors, nous, on va simplement appliquer la loi, sachant que d'abord, lorsque les travaux sont terminés, il y a 2 ans obligatoires pour se brancher. Et si ce n'est pas respecté, on a d'autres arguments. On peut jouer sur les parts fixes d'assainissement. On peut les multiplier par 2, on peut les multiplier par 4, on peut les multiplier ainsi de suite. Et il faut que ce soit incitatif. Et ça va se faire. Je veux dire, les collectivités ont investi quand même dans des travaux très importants. Je dis bien très importants. Je citerai et la rue du Quai et la rue du Temple en particulier. Très peu, je le dis bien, très peu se sont branchés. Et il faudra y arriver. Et là, on y est en plein dedans. Et je dirais, les délégués qui sont au SISPEC le confirmeront là. Et je me suis en train de me battre pour qu'on mette en place un service de contrôle de l'assainissement. Voilà. Mais malheureusement, il faudra peut-être sortir le bâton, ça ne va peut-être pas plaisir à tout le monde. Bon, je pense qu'il faut Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Paul, mais... Il faut surtout expliquer à tous les administrés que le fait qu'ils soient branchés au réseau public, ça valorise leur appartement et leur bien, de toute façon. Oui, mais bon. Voilà. Enfin, moi, juste si je veux rajouter un petit mot, je suis ravie que la place Thibon, enfin, on commence à s'occuper d'elle, parce que depuis 20 ans que je fréquente la mairie des Vence, on parle de ce dossier, qu'à chaque fois, alors je critique personne, mais à chaque fois, il y a eu d'autres priorités. Il y a eu aussi le fait qu'on avait fait un schéma général d'assainissement à l'époque et que la place Thibon était inclus, mais qu'à chaque fois, on a fait les 3 tranches de la place Ollier. Après, il y a eu la rue du Temple. Bon, chaque mandature a fait son travail. Puis après, l'agence de l'eau, elle nous a plus subventionnés. Donc, à chaque fois, c'était en stand-by. Mais là, ça y est, c'est parti. Je suis ravie pour le quartier. C'est quand même l'arrivée des Vence. Des 2 côtés, on tombe sur la place Thibon et je pense qu'elle mérite d'être revalorisée, cette place. Et comme me dit Jean-Marc, il faut faire le dessous avant le dessus. Et je peux vous dire qu'il y a un plan qui existe quand même. Je pense. Ou peut-être 2. Hein. Bon, alors, donc tout cela sera mené, je pense, de main de maître par le syndicat de l'eau d'assainissement. Bon, il y a quand même des spécialistes qui connaissent bien leur travail et surtout au niveau du suivi des chantiers et des études. Voilà. Mais moi, je suis très heureux de l'avoir fait voter à l'unanimité au syndicat. Bon, je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait une répartition quand même au niveau des communes. On a fait des gestes un peu sur toutes les communes. Il faudrait qu'on s'occupe un petit peu de la commune des Vence. Et c'est vrai que les branchements coûteront parfois cher à des gens qui ont des maisons. Moi, je n'ai eu faire dans la rue du Temple où il fallait traverser déjà des pièces pour aller capter ce qui était à eau usée, parce que donc voilà, ça a un coût pour certains, je suis d'accord. Hein. Ah oui, c'est sûr, mais il faut savoir. Il faut le faire. Hein. Il existe des aides. Voilà. Des aides pour le branchement à l'assainissement collectif. Je crois que c'est un dossier que je vais passer donc au directeur du SISPEC et qui, lui, va certainement répercuter s'il y a des demandes. Il y a quand même des possibilités d'aide hein, qui ne sont pas anodines. Hein. Et des choses que j'ai découvertes parce que je ne savais pas. Hein, en matière d'aide au branchement d'assainissement collectif. Voilà. Bon, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit, ça a été voté à l'unanimité au syndicat. Donc toutes les communes vont dans le même sens. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous le voulez, je vais faire voter. Oui. Donc, pour ce projet d'étude de réhabilitation, j'appelle ça la réhabilitation du réseau d'eau potable d'assainissement collectif et de pluvial de la place Thibon. Alors, c'est vrai qu'on part aussi de l'avenue du Clos Monteil. Hein. On y inclut, il y a tout un périmètre quand même. Donc, il y a la place Thibon et le secteur des Masseguises dans le cadre OPH. Donc, je fais voter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des voix contre? Merci beaucoup et merci pour nous surtout. On va y aller. J'ai en point numéro 2 le renouvellement de la convention avec la centrale d'achat Agapro. Bon, elle est venue à échéance. C'est une centrale d'achat particulier pour ce qui concerne les achats pour la cantine. Et on arrive à avoir des tarifs qui sont inférieurs grosso modo de 30% à ce qui se pratique normalement. Moi, je vous propose de renouveler cette convention avec Agapro qui fonctionne très bien.
Bon, elle est arrivée à échéance le 31 décembre, à la fin de l'année. Là. Donc, moi, je propose de la renouveler. À moins que des voix contre. Oui, simplement une question qui est à ce sujet, mais pas nécessairement directement liée à cette convention. Est-ce qu'il y a un accord, une façon de favoriser, par exemple, du local? Oui. On achète beaucoup de local. Hein. Ouais, voilà, je ne savais pas comment intervient cette structure par rapport à ça, je ne savais pas comment. Donc, c'était une question. Si, on y tient. On y tient parce que c'est quand même c'est un rapport direct avec la qualité de ce qu'on sert. Hein. Je crois qu'il faut être fier de ce qu'on fait à la cantine. Hein. Il faut être fier de ce qu'on fait. Ton micro. Jean-Marc, en complément, c'est pas la même société que quand on était aux mandatures précédentes. Donc, c'est une autre que. Bon, on a voté ça début de mandat, il y a quelques années, là. Oui. Et bon, ça se passe très bien. Et c'est aussi, on arrive à sortir des prix, là, parfois jusqu'à 30% en dessous de ce qui se pratique actuellement. C'est quand même intéressant. Pour le moment, on n'a aucune remarque négative là-dessus. Hein. Alors moi, je vous propose de renouveler cette convention. Voilà, mais c'est bien, vous demandez des renseignements, je vous les fournis. Hein. Voilà. Donc, je vais voter pour le renouvellement de cette convention avec Agapro. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 3. Alors, tout de suite, je vais essayer de ne pas citer de nom. Pour commencer. C'est l'acquisition de la parcelle qui est cadastrée à 1176, entre autres, parce qu'il y a plus qu'il y en a d'autres. C'était proposé, c'est ce qui était proposé dans notre synthèse, mais il y en a d'autres qui se sont ajoutés parce que le notaire avait oublié les parcelles. Voilà. Alors ça a été recadré. Alors, cette parcelle, c'est la parcelle qui se trouve au rond-point de la Clairette, au rond-point de Carrefour, et qui est en contrebas, c'est toute cette grande parcelle qui était fléchée dans le PLU des Vins en emplacement réservé. Donc, obligatoirement, la commune avait un droit de préemption là-dessus. Et la maman est décédée et les héritiers ont décidé de vendre l'intégralité. Alors, il y a eu pas mal de négociations parce qu'ils tenaient aussi à conserver la maison qui se trouve sur la parcelle. Donc, il a fallu qu'on divise, qu'on laisse une partie du terrain donc, aux futurs acquéreurs de cette maison. Et donc, il nous resterait, après cette division, environ 4200 mètres carrés, je crois. Hein. 4200 mètres carrés qui se trouvent en zone U du plan local d'urbanisme et en plein centre-ville. Et ça, on a toujours dit, comme on a toujours dit aussi pour GDMAT, si un jour il y avait quelque chose, on se positionnerait. Alors, cette parcelle, on a toujours dit qu'on a fait l'acquisition si c'était le moment. Bon, donc, le moment est venu. Et avec Thierry, on a reçu le propriétaire. Hein. Et je ne dirai pas de nom, mais vous le savez aussi bien que moi. Et on a trouvé un arrangement, surtout un arrangement au niveau du découpage et au niveau du prix du mètre carré. Ça je le redis une fois de plus, on est en zone U du PLU. Hein. Ce qui veut dire U, c'est une zone constructible. Même peut-être s'il y a quelques contraintes au niveau du ruissellement, on est en zone U. Alors, cette parcelle, on a réussi à la négocier à 33 € le mètre carré. Alors, quand on fait la multiplication, 33 € multiplié par 4205 mètres carrés, ça fait 138 000 € hors taxe. Hors frais de notaire. Hein? TTC, hors frais de notaire. Ah, TTC, hors frais de notaire, merci. Merci de me rectifier. J'ai tellement l'habitude de parler en hors taxe. Donc 138 500 TTC, plus les frais de notaire.
Mais ça, on savait que si le jour ça venait à être vendu, il fallait mettre le grappin dessus. Hein. Alors, sachant qu'il y a des contraintes sur cet emplacement réservé, la contrainte, c'est que ça doit rester un poumon vert. Alors, il est hors de question d'y faire ni des parkings, ni des constructions. L'idée, c'était de faire un aménagement paysager, peut-être y faire, dans l'idée qu'on a eue dans nos discussions, un parcours de santé, en plein centre-ville, de manière un peu à respirer. Voilà. Alors, hein? Donc, moi, je pense que c'est difficile de passer à côté. Je pense que nous le reprocherez, donc il va falloir y aller, puisqu'on a réussi à faire quand même ce découpage et trouver un terrain d'entente. Les compromis sont carrément prêts, hein, et dans ce compromis, on donnait une date butoir, la date butoir du mois de juin. Hein, ouais. Ouais. Le 30 juin, pour se donner un peu de souplesse, de respiration pour pouvoir, au niveau du budget. Hein. Voilà. Voilà mon année. Alors, il y a quelques contraintes aussi dans la négociation. Il y a la création d'un mur de clôture d'une hauteur de 2 anneaux pour séparer les deux parcelles, avec un grillage. Il y a un portail à créer. Mais tout ça faisait l'objet de la négociation pour qu'on puisse arriver à un prix de 33 €. Hein, sachant qu'à Centrebourg, on arrive à entre 60, 80, 90. Hein. Voilà. Alors, quand on a vu que ça se passait bien, et que ça se passait bien aussi pour les héritiers, on a dit, banco, on présente ça au conseil municipal, et si on a la chance de le valider aujourd'hui, eh bien voilà, on sera un nouveau propriétaire, comme je l'ai dit, comme les parcelles de Gadivet tout à l'heure. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Est-ce que vous avez des renseignements ou des questions là-dessus? Non, mais moi j'avais la question de la date limite butoir. Oui. Tu viens de le dire, 30 juin. Je ne Oui. sais pas, je ne l'ai pas vue inscrite à nulle part, donc. Oui, elle n'était pas inscrite, mais Voilà. Elle y était? Je ne l'ai pas trouvée. Ah bon, mais d'accord, alors j'ai mal lu. Alors. Elle y est dedans. Et une autre petite question vraiment secondaire. Il y a sur cette parcelle un panneau d'affichage là-bas au bout. Je ne sais pas ce qu'il y en a fera, mais bon, voilà. Voilà, mais je ne sais pas, non, mais s'il y a. Je crois qu'il fait de la pub pour Codec, hein, c'est ce genre-là. Peut-être. ah oui, c'est celui qui est au milieu des arbres là. Oui, on le voit en descendant l'escalier. là. Oui, il fait de la pub pour. Je crois que c'est Codec. Je pose la question parce qu'effectivement, il faut qu'il dise. Voilà. Qu'est-ce Non, mais il se voit à peine. Il se voit plus, il est dans les feuillages. Je sais. Alors, j'ajouterai une chose que je n'ai pas dite, c'est que sur cette parcelle, il y a une source. Et il est convenu que le futur propriétaire continuerait à avoir un droit d'eau. En fait, c'est pas qu'il y a la source, c'est qu'il y a la canalisation qui amène l'eau jusqu'à vers son puits là-bas. Voilà. Et donc, il profitait de lui depuis des générations, il profite de ce droit d'eau, de ce droit d'eau. Donc, il a souhaité le conserver pour la vente aux futurs acquéreurs, quoi, hein. Donc, on a dit que oui, on lui laisse c'est-à-dire qu'on n'endommagera pas la conduite d'eau qui va jusque vers son. Mais disons que c'est la résurgence de Sarméjane. Je ne veux C'est pas ça, vous dire en combien fait, il c'est ça. sort de mètres cubes Oui, par voilà. jour. Hein. Ouais. Mais voilà. Voilà. Elle passe au pied des escaliers là de la. C'est celle qu'on entend là au pied des C'est qu'on Au escaliers. pied de l'escalier, on l'entend, On effectivement. l'entend. Elle, Ouais. elle va au milieu de cette parcelle là-bas au fin fond. Et il a un puits il a un puits, je crois, hein, il me semble. Et puis, Mais- il alimente sa piscine aussi avec. Et puis il doit alimenter sa piscine avec. Mais ça reste, disons, dans la propriété que nous on n'acquiert pas. Voilà, merci Thierry de Alors, complément. alors moi, j'ai une question plus terre à terre. Le financement, on l'a? Non, parce que pour moi, c'est important. Oui, mais ça sera financé par les ventes qui sont prévues, hein, à savoir du Clos Monteil, Sarmejeanne. Voilà. Sarméjane, la reine de largement. Sarméjane est à bonne voie. Hein. Oui. Ah non, c'est à bonne voie avec quelques d'autres. Il y a un autre projet. Voilà. Donc Oui. ça sera financé par ces ventes. On ne va pas faire d'emprunt pour Oui. l'acheter. Sarméjane, c'est le même. Il revient dessus?
Mais parce qu'il était bloqué pour l'accessibilité. Oui, Les ça, pompiers sont. Parce que je l'ai rencontré l'autre jour, il m'en a parlé là. Oui, les pompiers sont revenus. Bon, on a fait un aménagement ou deux qui nous ont conseillé. Et ça, bon, ils lèvent leur veto. C'est ça. voilà. Alors, juste, donc ça fait l'objet quand même de négociations aussi avec les préventionnistes du SDIS. Et ça n'a pas été facile. Parce qu'on a essayé de tous côtés d'arriver pour mettre un poteau au bord d'incendie. Et finalement, ce qui a été décidé, en accord avec le SDIS, c'est de mettre une bouche à incendie à l'entrée du chemin qui passe derrière la propriété Pélé, à l'entrée, après les HLM, au mur là. À condition qu'on aménage le chemin qui passe derrière. Ça a été fait. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir dérouler les tuyaux sans problème. Il y a 100 mètres. Et dans ce cas, la bouche à incendie est installée, le chemin a été mis en réflexion, il est nickel. Donc, on n'aura pas de souci au niveau de la défense incendie. Reste à voir pour l'acheteur le problème de l'accessibilité. On parle de Sarméjane, on sort un peu du sujet, mais enfin, le problème de l'accessibilité. Il peut y avoir une dérogation, mais bon, on est en train de négocier et de voir avec son architecte quelles pourraient être les solutions pour avoir l'accessibilité PMR. Voilà. Parce que là, actuellement, tel que c'est, il ne peut réutiliser que le bas. Il faut que par le haut, on puisse avoir une solution pour les PMR. Voilà. Mais on en a. Mais voilà, je ne dirais pas plus. Mais on y arrive au bout du bout. Alors, ça fait partie d'une vente. Vu que le Montet fait partie d'une vente, on est en négociation pour les bâtiments en haut de l'hôpital aussi, qui fait partie d'une vente. Les terrains, des médecins qui ont été vendus il y a quelques jours aussi. Les terrains d'Addis, bon, c'est l'addition de tout ça, je pense qu'on devrait s'en sortir largement. Là, il y a des opportunités, c'est difficile de passer à côté. Hein. Je dirais qu'à la limite, si on n'a fait pas l'acquisition, ce serait une erreur politique de ne pas le faire, ça. Hein. Et la question qui était normalement avant, c'est l'autre terrain à côté du parking des Serres. On est en pleine négociation sur le prix, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur le prix. Et sur le principe, on est d'accord, hein, c'est sur le prix. Il faut savoir qu'au budget précédent, on avait mandaté une somme de 100 000 euros pour ce terrain, plus 20 000 euros de frais de notaire. Mais bon, c'est un peu plus gourmand que ça, mais comme, je veux dire, on a un droit de préemption dessus, sur un emplacement réservé, ils sont obligés de passer par nous. Hein. Alors moi, il y a la maison qui est en vente, tant qu'ils ne se manifestent pas, ils ne font pas un effort, mais voilà. Et vous êtes d'accord sur la limite de comme ce terrain d'aujourd'hui, sur ce qu'on leur laisse, près de la maison, et voilà. Ça a été bordé, on leur laisse environ 500 mètres carrés avec la maison. C'était une manière de valoriser la maison. Je pensais qu'en contrepartie, il y aurait eu un effort. Bon, voilà. L'effort n'est pas là, mais bon, voilà. Mais on a le grappin dessus, hein. C'est sûr. Hein. Tous ces dossiers seront abordés à la prochaine commission des finances lors de la préparation du BP. Jean-Paul, voilà. Si tu te souviens, en 2014, au début, j'ai dit l'Evance n'a pas de foncier. Et qui dit pas de foncier, dit pas de projet. Alors, dès qu'il y a des opportunités qui se présentent, hein, surtout un centre-bourg. Hein. Non, mais je me souviens très bien, j'étais sur la même longueur d'onde à ce sujet. Effectivement, on peut mener des projets que si on a des fonciers, à condition qu'ils soient bien placés, bien entendu, sinon on ne peut pas avancer, c'est sûr. Voilà, merci. Alors, j'en reviens à la parcelle concernée, puisqu'on est un peu dérivé, mais bon, il le fallait. Donc, pour faire l'acquisition de cette parcelle, qui est cadastrée 1176 plus 1253, 54, le petit triangle était en bordure, appartient au propriétaire et bien intégré à la vente. Voilà. Voilà. Je crois que là, maintenant, on a bien ficelé, avec un délai, une date butoir pour le compromis. Je crois que tout est calé. Voilà. Il ne reste plus qu'à voter et dire oui. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Nous voilà à nouveau propriétaires d'autre chose. Oh oui. Non, mais ça va se faire, ça va se faire. Soyez optimistes, hein, soyez optimistes.
Josie, je vais te laisser la parole parce que voilà, j'ai beaucoup parlé là. Oui. Voilà. Tu dois avoir soif. Fonction publique, tu vas te régaler là. Bon, alors, vous allez vite comprendre. C'est une délibération que nous avions prise en 2021, exactement le 23 mars 2021, concernant l'attribution et les modalités d'attribution du RIFSEPS. Le RIFSEPS qui comprend à la fois l'IFSE, qui est le régime indemnitaire des agents qu'ils ont mensuellement, et le CIA, qui est le régime indemnitaire qui correspond à la manière de servir qui est donnée en fin d'année. Rémi, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Donc, cette délibération qu'on a prise en 2021, il manquait un petit détail concernant l'attribution de ces subventions pour les congés de maladie, etc. Donc, on a vu ce souci, lors de la commission du personnel du 9 octobre 2024. On en a tous discuté. On est tombé d'accord sur les termes à préciser donc, dans cet article numéro 5, je crois. Donc, c'est parti au comité social territorial et on a reçu une réponse positive donc auprès du centre de gestion par rapport à cette modification. Alors, ce qui est surtout important, c'est qu'en cas de congé maladie ordinaire, y compris les accidents de service, l'indemnité suivra le sort du traitement. Alors, c'est là le détail qui est important, jusqu'au 30e jour inclus, avec application de l'année glissante. Je m'explique. L'année glissante, ce n'est pas l'année civile ni l'année scolaire, c'est la date à laquelle il y a eu le premier jour d'arrêt, et l'année glissante va avec N+1 à cette date-là. Voilà. Là, ce qui ne change pas, c'est que pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. Et en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, l'indemnité sera suspendue. Bon, il n'y a pas de service fait, c'est compréhensible. Toutefois, lorsqu'un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de ce type, les montants versés demeurent acquis à l'agent. Donc ça n'a pas de changement par rapport à notre précédente délibération. C'est surtout par rapport à la date donc, du 30e jour inclus avec application du principe de l'année glissante. Rémi, si tu veux rajouter quelque chose, toi qui es féru en ressources humaines et en congé. Non, tout va bien? Non, Voilà. non, la délibération en fait d'origine prévoyait l'application des 30 jours. Oui. Implicitement, c'était stipulé que c'était sur une année glissante, mais il préférait quand même, Ouais. il était préférable de bien l'officialiser pour que tout le monde soit sur un même niveau d'information. Voilà. C'était une précision qui manquait, qui est quand même importante. Voilà, donc on vous propose de modifier la délibération qui a été prise en 2021 en ce sens. Une modificative, voilà. Ouais, et c'est été décidé à la commission du personnel. Hein. Voilà. Il faut le préciser quand même. Le CIA, oui. Donc le CIA, je vous rappelle ce qu'on a dit pour le CIA, qui est donc le complément indemnitaire annuel. Le CIA est fondé sur l'engagement et la manière de servir. La présence de l'argent ne constitue pas à elle seule un critère pertinent. Il appartient à l'évaluateur de l'agent d'établir lors de l'entretien professionnel annuel si le congé a eu un impact sur les résultats à atteindre, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir. Le CIA a vocation à être attribué aux agents qui ont effectivement exercé leurs fonctions, c'est logique, hein, pendant un temps suffisant au cours de l'année de référence pour que l'autorité hiérarchique soit à même d'apprécier leur engagement et leur manière de servir. Le CIA sera modulé en fonction de l'engagement professionnel, la manière de servir des agents et les résultats professionnels obtenus. Donc ces changements prendront effet à partir du 1er février 2025, hein, puisqu'une délibération n'a pas d'effet rétroactif. Voilà, donc si vous voulez, c'est des précisions et des compléments qui sont importants pour les agents. Et il est évident que le régime indemnitaire, il est là s'il y a le service fait. Hein. Sinon, il n'y a pas de régime indemnitaire. Voilà, à part les clauses en cas de maladie, pour le RIFSEPS, pour l'IFSE. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jean-Paul. Non, deux petites remarques. Souvent, moi, quand j'ai travaillé sur les CIA dans d'autres endroits, on parlait aussi d'intégrer la formation, que les agents acceptent leur formation, mais peut-être c'est prévu dans ce que vous dites, engagement professionnel, hein, formation. Ouais. Ben, c'est important, celui qui veut se former par rapport à celui qui ne veut pas se former. Donc moi, je pense qu'on peut faire une différence là-dessus. Alors oui, là-dessus, je peux te répondre tout de suite, Jean-Paul. C'est-à-dire que les formations,
on est toujours en réponse positive à la demande à partir du moment où la formation, elle est là pour améliorer les compétences dans le cadre de leur service, bien sûr, et qu'on les pousse à faire des formations parce que ce critère-là est très important en cas de dossier pour passer en promotion interne. Un agent qui ne fait pas de formation, on pense qu'il n'est pas trop intéressé par sa situation professionnelle. Et donc, les formations, c'est capital. Et on leur dit tous les ans et on leur répète lors des entretiens. Et c'est important pour eux. Donc, je termine là-dessus. L'application en 2025, si je comprends bien, ce qui veut dire qu'il faut que les entretiens aient lieu là maintenant, en début d'année. C'est bon. Oui. C'est ça pour Vas-y, que Rémi, je te laisse la ils parole. aient... Concrètement, là, sur fin 2024, on a fait les entretiens professionnels en janvier. On a suivi le rythme qui était déjà en place parce que la délibération n'était pas encore prise. On n'avait pas le retour du CST qui a rendu son avis en décembre. Donc, cette délibération s'applique à partir de 2025. On fera la campagne des entretiens professionnels entre septembre-octobre jusqu'à novembre maximum pour pouvoir ensuite passer en commission les attributions des CIA et mettre ensuite le CIA sur le bulletin de décembre. Donc, je disais simplement que normalement, il faut que l'agent, quel qu'il soit, ait ce qu'on lui préconise de faire en début d'année pour qu'il puisse le mettre en route tout au long de l'année. Justement, voilà, il a eu c'est ça. Les entretiens annuels de 2024 avec bilan de l'année 2024, les projections des objectifs sur 2025 a été fait là et on termine les entretiens actuellement. Donc, et il y aura le bilan qui sera fait avant l'attribution, pour l'attribution du CIA en toute fin d'année. Voilà. Donc, c'est bien calé dans ce tempo-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Vous savez que c'est un peu technique, c'est du RH pur et dur. Hein. Je profite juste, puisque j'ai la parole, de vous rappeler qu'il y a une commission du personnel la semaine prochaine, qu'on pourra réaborder tous ces sujets. Et voilà, parce qu'il y a des changements, des petits changements pour certains agents. Donc, il y a pas mal de fiches de poste qui vont être reconfectionnées et reprécisées. Voilà, mais on verra tout ça en commission du personnel la semaine prochaine. Je crois qu'il était bon de bien clarifier certains critères. Là, ça a été fait. On en avait besoin parce que, bon, je dirais, ça implique aussi pas mal de choses derrière. Hein. Oui. Voilà. Non, mais à ce sujet, je remercie Rémi parce que, bon, c'est son bébé, on va dire, les ressources humaines, mais en plus, bon, il est très pointilleux là-dessus, très sérieux, et puis il explique bien aux agents. Il n'y a pas de souci. Je pense que tous les entretiens se sont bien déroulés. Il est dans sa spécialité. Bien. Donc, je vais faire voter, si vous le permettez, donc pour la modification de ces critères de maintien de l'IFSE et l'attribution du CIA pour les agents. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à Thierry, on va passer donc au point suivant, là, qui concerne la répartition des aides apportées par la commune dans le cadre d'une nouvelle OPH. Vous savez qu'on a délibéré pour une nouvelle opération de programmation d'amélioration de l'habitat et qui est même devenue OPH RU, renouvellement urbain. Alors c'est juste, après je te laisse la parole, c'est la mairie qui s'engage pour un montant d'aide aux travaux de rénovation à hauteur de 203 350 € sur 5 ans. Voilà. Et là, on va délibérer sur la manière de répartir ceci. Thierry, à toi. Donc effectivement, donc on est reparti sur une OPAH là, donc pour les 6 prochaines années. L'opérateur qui a été désigné donc reste Solia, comme le précédent mandat. Donc aujourd'hui, on travaille avec eux pour voir les modalités donc de financement des projets qui seraient sélectionnés. Donc, dans un premier temps, il y a effectivement donc toutes les règles de l'ANA, de MaPrimeRénov', Locavantage, etc. qui se déroulent.
Et la commune a souhaité, donc, et on a délibéré pour ça il y a quelques mois, donc mettre un coup de pouce aux aides donc, sur le renouvellement urbain. Donc le renouvellement urbain, il est vraiment très ciblé sur le quartier ancien donc, de la commune. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment... En fait, c'est le périmètre de l'ORT. Donc c'est vraiment Masguis, place du marché, rue du marché, rue de la Fabrerie, c'est vraiment tout ce secteur-là, un peu élargi, jusque vers l'église, tout le bourg-centre. Donc maintenant, Solia nous sollicite pour nous dire, bon ok, vous avez mis de l'argent sur, vous avez programmé donc une somme pour aider les chantiers qui se dérouleront, mais comment on les aide? Alors, on a discuté avec eux, on a fait plusieurs réunions. Donc, on a commencé, nous, par dire qu'on souhaitait, vu que notre but, c'est de mettre des logements locatifs sur le marché, on va dire, des ventes. Donc, on a dit, on va aider les propriétaires bailleurs en priorité. C'est-à-dire que donc, pour l'aide que la mairie apporte, on cible ces propriétaires bailleurs. Bon, mais a priori, quand même, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura comme candidat. Bon, on peut imaginer qu'il y aura des propriétaires bailleurs, mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait des propriétaires occupants? Donc, on va pas. Donc, on est parti sur le fait qu'on priorisait les propriétaires bailleurs, mais qu'on ne mettait pas de côté les propriétaires occupants. Ensuite, on a joint effectivement des aides pour les copropriétés, parce qu'on a, dans le centre-bourg, on a beaucoup de copropriétés, déclarées ou pas, mais il y a quand même pas mal de copropriétés. Donc, on les a aussi inclus. Et donc, en travaillant avec Solia, on a dit que compte tenu du fait, où est-ce que j'ai mes notes? Non, c'est pas ça. Je sais pas ce que je cherche. Non, c'est pas ça que je cherche. Oui, voilà. Donc, si dans le cas maximum pour l'ANA, alors après, ça dépend du nombre de classes qu'on dépasse. Effectivement, c'est un peu compliqué. Mais on arrive à une subvention de 68 000 € donnée par l'ANA, au maximum. Et en prenant 15% de ce montant de 68 000 €, on arrive à un montant de 10 000 € par logement. Donc, c'est ce qu'on propose aujourd'hui de présenter à chaque propriétaire bailleur qui fera un dossier, de rajouter donc 15% du montant hors taxe des travaux, qui sera dans la limite donc de 10 000 € par dossier. Mais tout ça reste un peu théorique quand même, puisqu'on ne sait pas combien de dossiers on aura chaque année. Est-ce que ça sera toujours des propriétaires bailleurs? Est-ce qu'il y aura aussi des propriétaires occupants? Est-ce qu'il y aura beaucoup de copropriétés? Donc, bon, on part sur des bases. 15% pour les propriétaires bailleurs, 5% pour les copropriétés. On part sur 12 dossiers et 7 dossiers pour les copropriétés. Oui. Cette subvention, Thierry, serait donnée par qui alors? Par la mairie. Par la mairie. Ça c'est sur les 203 350 €. C'est une subvention pour une rénovation de l'habitat. Oui. En fait. Oui. Alors j'ai une question. Est-ce que cette subvention pourrait éventuellement servir à les aider à payer la taxe de branchement? Ou pas? C'est une question, non. C'est une question. Non. J'ai pas vu ça. Non, parce que là, on est vraiment sur des travaux de rénovation énergétique. Ouais, principalement. Donc, ce qui fait le montant de l'aide de l'ANA, c'est la façon dont on gagne les classes A, B, C, D, E, F, G. Là, plus on gagne
sur l'isolation, plus on est subventionné, dans une limite, bien évidemment. Et nous, on met un pourcentage là-dessus. Donc voilà. Alors, cette première année, moi, je crois qu'on part un peu, pas dans l'inconnu, mais on ne sait pas trop des dossiers. Je crois que pour l'instant, on n'en a point d'officiel. Et pour le moment, on n'a pas délibéré, alors. Oui, non, mais d'accord. Mais ça veut dire quand même qu'au budget, il faut prévoir une provision. mais ça, c'est fait. C'est les 40 000, c'est les fameux 40 000 par an. Ça, c'est prévu. Les 203 350 que divise 5, ça fait 40 000, je ne sais plus combien. Ça évolue aussi au fil des années. Ça fait, je ne sais plus où je l'ai noté, mais ça fait 40 000. On monte jusqu'à 80 après, c'est quelle année 40 300 par an, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc, 42. l'idée, c'est aujourd'hui d'afficher une aide pour les potentiels dossiers de rénovation, qui est propre à la commune d'Evans. Sachant qu'on reste bien dans le secteur de l'ORT, défini dans Petite Ville de demain, et que ça correspond à des travaux de rénovation énergétique. Juste pour préciser que le PH est porté quand même par la Comcom, le comité de communes, qui met aussi des billes, madame. Oui. Voilà, pour le préciser. Question. L'ANA, moi j'ai travaillé pour un chantier pour l'ANA. Il fallait un architecte, donc l'architecte a tout pris. Et pour les travaux, il n'y a plus rien. Bon, si c'est pareil, si c'est pareil. Ça n'est pas quel travaux aussi. Rénovation. Non. Ouais. Là, on est sur de la rénovation. On est sur de la rénovation énergétique. Non. Mais ça passe aussi par le fameux réseau. L'isolement, tu changes de fenêtre, tu fais. Voilà. Alors, l'architecte qu'il peut y avoir là-bas dans le quartier, c'est l'architecte des bâtiments de France. Mais il y a quelqu'un qui va venir expliquer comment il faut isoler, comment il faut le payer, ce monsieur-là. Non, c'est Solia, Georges, c'est Solia qui s'en charge. C'est une association, Solia, qui s'occupe de ça sur tout le département de l'Ardèche et qui te fera les plans, ce qu'il faut mettre, comment on doit rénover, avec quelles conditions. C'est eux qui s'en chargent de ça. Il y a quelqu'un qui le paye, cette association. Solia, c'est la communauté de communes qui le paye. Oui, non, mais ça coûte un peu des sous, ça c'est sûr. Oui, paye l'étude. Ouais. 750. Oui, il paye toutes les heures, les heures faites par Solia. Parce que si on change des ouvertures, etc., il faut une déclaration de travaux. C'est pas une déclaration de travaux. Ici, on est sur les périmètres des bâtiments de France, c'est permis de construire si tu touches aux façades. Donc, tout à fait. Oui, mais là, on est sur les procédures. Non, mais Solia, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Effectivement, si on change des baies vitrées, c'est pas la même chose que si on fait que de l'isolement intérieur, effectivement. Non, mais ça, bon. Oui, bien évidemment, bien sûr. Non, mais il y a tout. Il y a ma prime rénov aussi. Ça dépend des revenus aussi. C'est ça. C'est pas si facile que ça. L'idée aujourd'hui, c'est de faciliter le plus possible cette rénovation énergétique dans nos vieux quartiers, de manière à mettre à disposition des logements. Des logements à disposition. Après, ça suffit pas. Enfin bon, pour ceux qui ont lu les comptes rendus jusqu'au bout, il y a peut-être des mesures fiscales à prendre. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion. Mais il faut impérativement qu'on arrive à inciter les gens à rénover ces bâtiments, ces appartements ou ces bâtiments bon, si on fait rien, ils vont tomber en ruine. On ne peut pas se permettre d'avoir une ruine en plein milieu et en plus, les gens ne trouvent pas à se loger. D'autant plus qu'il y en a qui sont occupés. Il y en a qui sont presque en certains. voie de tomber en ruine, il y en a qui sont occupés. Certains. Alors, c'est encore pire. Pour en avoir vu, c'est pas chouette. Juste 2 ou 3 petites remarques, si vous permettez.
Oui. J'ai regardé le dossier, effectivement. Bon, je ne parlerai pas sur les aides, je ne vais pas en discuter là-dessus. Ce qui est important, c'est de savoir que la commune des Vins s'engage là-dessus, parce que dans les dossiers qui ont été traités dans la période précédente, il n'y a eu aucun propriétaire, bailleur, qui a candidaté. Peut-être un, oui, enfin bon, alors qu'il y avait quand même des aides prévues. Et donc, c'est vrai que c'est bien que la commune des Vins fasse un effort sur les bailleurs, parce qu'ils ne sont pas venus chercher les subventions qui étaient prévues par la Concom au départ. Il n'y a eu que des propriétaires occupants qui ont eu. J'ai vu que vous aviez exclu le ravalement de façade. Je suis plutôt d'accord, parce que ce n'est pas une priorité. Non, mais d'accord. Après, c'est toujours le même sujet. Bien sûr. Enfin, bon, et vous allez engager peut-être une discussion sur la taxe foncière pour les économies d'énergie. Ouais. Bon. Pour taxer les logements vacants, là j'ai pas tout à fait compris. Parce que ça existe déjà. Non. Aujourd'hui, les logements vacants, au contraire, ils sont exonérés de taxes d'habitation. Quand tu as un appartement qui est libre qui est complètement libre, vide de tout meuble, au bout de 2 ans. Ah non, mais moi j'ai mon cas, on m'a envoyé la taxe d'habitation. Parce que tu as pas. Alors, parce que chaque année, alors ça veut dire que c'est parce que tu l'as pas fait. Chaque année, tu dois venir. Je le sais. Non, mais c'est pas ça le problème. Il a fallu que je prouve qu'il n'était pas habitable. Non, c'est pas. Alors. Je te dis que si, j'ai eu les services fiscaux la semaine dernière pour te dire. On avait fait par la police municipale un constat qu'il était vide. Ouais. Ça n'a pas suffi. Vide de tout meuble, normalement. Non, ça ne suffit pas. Il faut en plus qu'on prouve qu'il n'est pas habitable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux à faire, etc. S'il est vide uniquement, ça ne suffit pas. J'ai eu les services fiscaux, moi j'étais pour mes 1 000 euros de taxes d'habitation. Donc, on a regardé, effectivement, il n'est pas en état pour être habitable, mais c'est les services fiscaux qui ont demandé. Donc, non, c'est pour dire simplement que ça existe déjà dans certaines conditions. Parce que l'idée, après, c'est pas le sujet aujourd'hui, bien évidemment, mais on peut y réfléchir. Si on veut mettre des appartements sur le marché, donc il faut bien aider à rénover et peut-être taxer ceux qui gardent ces appartements vides dans un coin, vraiment pour inciter au maximum les gens à mettre des... Mais on est d'accord dans le principe. Notre problème, c'est que tous ces propriétaires d'appartements dans un mauvais état, c'est pas des gens qui sont fortunés. C'est ça le problème aussi. C'est que c'est des gens qui sont non, mais d'accord, il y a de tout, mais il y en a quand même quelques-uns là au milieu qui, ils font comme ils peuvent. Donc, il faut, si on veut taxer ces logements vacants, il faut beaucoup aider la rénovation. Enfin, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, quoi. Moi, il me semble. Bon, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est uniquement la répartition. L'aide aux travaux de rénovation énergétique pour les propriétaires bailleurs et pour les copropriétés dans le périmètre de l'ORT. Une autre question, la loi là, donc, sur la non-location, la non-possibilité de location, si ce n'est pas en état, si c'est-à-dire en classe, je ne sais plus comment c'est G, F, etc. G pour l'instant, mais elle s'applique. Elle s'applique. Mais oui. Voilà, d'accord, sur les vases aussi. Oui. C'est F et G. Oui, non. Ça a dû passer à F. Non et Jean-Marc le disait tout à l'heure. Ça a dû passer à F, là, maintenant. On a eu l'occasion de voir des logements au centre-ville où les gens louent, ils touchent ce que donne l'APL, ils se contentent de ça et c'est loué dans des conditions déplorables. Moi, alors, on a des signalements, quand on a les signalements, mais des fois, on ne les a pas toujours, bien évidemment, c'est ça. Parce que le locataire qui est là-dedans, il n'ose pas. Sinon, il risque d'être mis dehors. Voilà. C'est pour ça. Mais c'est vrai que dans le centre des ventes... Solia le regarde ça quand même. Oui, Solia, ils ont fait le tour déjà. Ils font le tour. Il y a des signalements quand même qui existent. Thierry, tu le faisais remarquer tout à l'heure, il y en va aussi de l'attrait, je dirais, de la commune, parce que si on laisse les choses se dégrader petit à petit, et il y a eu un certain nombre de cas dans des villes dont on a beaucoup parlé, où c'est quand même
terrible parce que on a des centres-bourgs, des centres-villes anciens qui menacent ruine. Et... Rue des Masguis, hein, quand tu montes sur la droite à un endroit, tu regardes, il n'y a plus de toit. Oui. C'est vrai. Non, mais n'oublions pas on en que. est très très loin, quoi. N'oublions pas. On en est très très loin. Ça n'a pas dû beaucoup changer. Les Vents, c'était la deuxième commune du département après le Tailly, où il avait le plus de logements, donc qui étaient voilà. Insalubres. Voilà. Donc ça avait été fait un classement au niveau départemental, et je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer depuis. Ouais. Non, c'est pour ça. Enfin, moi, il me semble que c'est impératif. Il faut tout faire pour que ce quartier reprenne vie. Hein. Je dirais que nous, on le fait, on aide dans la mesure de nos possibilités. Déjà, on démarre sur 203 000 € quand même sur 5 ans. C'est déjà pas mal. Bon, ça vient en complément, mais c'est sûr qu'on peut toujours faire plus. Hein. Moi, je pense que c'est déjà un bon point de démarrage et qu'il faut aller dans ce sens. Hein. Je pense. Non, mais je pense que, puisque la commune donne quelque chose, ça permet aussi derrière d'aller chercher les autres aides, ce qui peut faire quand même quelque chose d'important, d'intéressant pour celui qui veut louer, quoi, derrière. Oui, on parlait des aides de l'ANA, et puis il y a d'autres aides aussi. Bien. Il faut lutter contre l'insalubrité. Voilà. Thierry a bien expliqué la raison. Nous, on est donc c'est concerne surtout la répartition là par rapport aux propriétaires bailleurs et aux copros. Le tout était de rester dans le montant de l'enveloppe sur les 5 ans. Voilà. Alors on partait sur 12 dossiers propriétaires bailleurs et 5 dossiers sur les copros. Peut-être ça va être l'inverse, puis on ne sait pas de combien ça va évoluer. De toute façon, si on n'a pas de clients, je mets entre guillemets, peut-être qu'on changera aussi notre fusil d'épaule, on opérera sur d'autres secteurs. Voilà. Et toujours dans le même domaine, bien sûr. Hein. Vous l'avez bien compris. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vais faire voter donc ces répartitions d'aide. Et est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions? Merci. Donc, moi, je pense qu'on fait d'abord un bel effort et qu'on va dans le bon sens. Si on veut une rénovation quand même du bourg, c'est très bien. Point suivant. Vous avez dû recevoir aussi avec les documents joints la charte de bonne conduite qui concerne la page Facebook de la mairie d'Evans. Et pour éviter, je dirais, toutes les remarques incongrues, on se proposait d'être un petit peu les modérateurs à travers de cette charte et qu'on ait des éléments de régulation, qu'on ne se dise pas n'importe quoi. Moi, je veux bien qu'on puisse discuter sereinement, librement, mais bon, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des attaques vraiment personnelles, hein, mais je crois qu'il faut bien cadrer ça. Et je crois qu'on en avait déjà parlé, pardon. Je crois qu'il est bon d'avoir une conduite à travers cette charte. Maintenant, excusez-moi, maintenant, elle est séculée, elle peut pas être amendée, mais bon, il fallait quand même qu'on puisse, je dirais, réguler certaines choses. Voilà. Donc vous en avez tous pris connaissance, elle est là. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, mais c'est juste pour compléter la chose. Simplement, qui sera le modérateur là? Il y en a quelqu'un dans le... Oui, je pense que ça va être le service communication qui va s'en occuper quand même de faire. D'accord. Oui. Parce que semblant de rien, ça occupe un peu quand même de s'occuper de ça, de regarder. Bien sûr qu'il faut quand même jeter un œil, pas tous les jours au moins. Oui. Et puis la deuxième remarque, c'était juste, est-ce qu'on ne peut pas exiger que les mots qui sont mis, je dirais les mots, je ne sais pas, soient signés? Non, mais parce que pour éviter tout abus, parce que quand c'est signé, même si parfois on peut dire c'est peut-être une signature bidon, mais au moins il y a un nom qui a signé l'article ou les quelques lignes qui sont écrites. Sinon, on ne sait pas qui les écrit. Et moi, je serais plutôt partisan que s'il n'y a pas de signature, ben on ne les met pas. On ne le laisse pas.
Oui. Voilà, mais c'est mon point de vue maintenant. Ensuite, chacun prend sa responsabilité. Oui, mais Moi, c'est pour ça qu'il faut... Je serais assez pour que les gens, quand même, se dévoilent. Voilà. Oui, parce que sinon, c'est trop facile hein, Oui. de mettre tout et n'importe Après, il peut y quoi. avoir des pseudos, ouais, mais après, c'est une autre affaire. Remarque, je regarde le Dauphiné, des fois, il y a des courriers des lecteurs, mais les gens, ils signent. Les gens, ils signent. Ils prennent leurs responsabilités, ils signent. Il suffit de mettre dans la charte que c'est interdit aux corbeaux, puis voilà. Bon, on peut, je veux dire, Rémi, moi, ça me dérange pas du tout de rajouter que si jamais il y a des remarques, donc, vous le voyez pas comme ça. Légalement, ça va être compliqué, je pense. C'est vrai? On peut renseigner parce que c'est pas tout simple. Ok, bon. Non, mais bon, Légal, c'est pas aussi simple que ça. Bon, on va la faire vivre comme ça, Sébastien. On va la faire vivre comme ça, et on va se renseigner pour savoir si c'est possible. Ce qu'elles ont préparé, le service communication, je pense que ça, on peut l'adopter, il n'y a pas de souci. Après, si on veut aller plus loin, il faut y travailler, il faut après prendre un juriste et bien se borner parce que c'est pas si facile que ça. Il faut pas attaquable. Hein. Mais moi, bon, on peut démarrer comme ça, et ensuite peut-être essayer de verrouiller, si on peut le faire. Si on peut le faire. Ouais, on va d'abord l'adopter comme ça, cette charte. De toute façon, si on peut l'amender, on la fait. De toute façon, si vous bloquez la mairie, ils le mettront sur Facebook et tout le monde le verra. Non, mais tous ceux qui sont partisans de la liberté d'expression à 100%, ils vont nous tomber dessus, hein, c'est sûr. Non, mais de partout, quand on écrit quelque chose, on est reconnu, on est signé. Bon, et là-dessus, il faudrait que... Voilà, bon, moi, ça me... Quand on a le courage de ses opinions, on signe. Si on ne signe pas, c'est qu'on n'a pas le courage de ses opinions. Mais bon, après, oui, il y a la liberté d'expression et tu n'es pas obligé de signer. Oui, mais la liberté... Comme dit la liberté d'expression, ça veut dire... Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, là. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si tu as une expression, on te la laisse exprimer, mais il faut quand même que tu signes derrière. Sinon, c'est trop facile. On a tellement eu pour les dernières municipales des insanités qui ont paru, c'est vraiment trop facile. Hein. Il y a des gens qui mettent que des initiales ou des fausses initiales, et puis voilà. Après, si on veut porter plainte, on ne sait pas contre qui, mais bon, on peut toujours, non, mais déjà, toujours arriver à trouver. Déjà, on va démarrer comme ça. Je veux voir les services communication qui se renseignent pour savoir si, légalement, on peut signer ce qu'on fait. Après, on peut l'intégrer à la charte. Hein. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai quelque chose à dire, ça me ferait de le signer. Hein. On va commencer par ça. Moi, je vous propose de démarrer comme ça, mais par contre, on vous tiendra au courant quand même de la suite des éléments là. Est-ce qu'on est d'accord, on la vote telle qu'elle, et s'il faut l'amender, on l'amendera. OK? Donc, on démarre avec ce charte. Est-ce qu'il y a des voix contre sur cette charte? On va démarrer comme ça. Des voix contre, des abstentions? Non plus. Merci beaucoup. Dernier point. Courrier de soutien pour la candidature du PNR des Monts d'Ardèche à la gestion de la réserve naturelle régionale des Gras-de-Nave. Alors ça, c'est une longue histoire. Vous savez que cette réserve est une réserve privée, financée par la région et qui était gérée jusqu'à maintenant par la FRAPNA. Et c'est la seule d'Ardèche. Et apparemment, il y a une délibération, d'après ce que j'ai compris au niveau du PNR, délibération le PNR se positionnait pour reprendre la gestion. Et voilà. Et nous, on doit se prononcer pour savoir si on est d'accord sur ce principe-là. Ce qui voudrait dire que la FRAPNA ne s'occuperait plus de la gestion. C'est un peu particulier. On est sur une réserve privée qui appartient à des privés avec des fonds de la région, et je dirais qu'elle n'est pas tout à fait ouverte à tout le monde. Voilà. Je ne dirais pas plus. C'est vraiment privé. Oui, c'est simplement apporter une petite précision. Et d'abord, commencer par un regret, c'est que la région qui est en charge, donc, qui finance et qui est en charge de choisir qui gère la réserve, a décidé de ne plus reconduire
La FRAPNA. La FRAPNA, c'est ça. Donc, la première chose, c'est ce qui est dommage pour nous pour prendre une décision, même si moi je n'ai rien contre le fait que le parc prenne cette gestion, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne sache pas qu'est-ce qui est reproché à la FRAPNA et pourquoi la région a décidé de ne plus donner cette délégation de gestion à la FRAPNA, parce que c'est le premier point, c'est pourquoi, qu'est-ce qui est reproché, de façon à ce que, en fonction de ça, on puisse éventuellement se dire, ben oui, pour répondre à ces choses qui ne sont pas bien faites par la FRAPNA, le parc serait mieux placé. Parce que pour prendre une décision, moi, sur le principe, je ne vois pas d'inconvénient à ce que ce soit le parc. Mais voilà, ça, c'est le premier point. C'est pas la FRAPNA qui n'a plus voulu s'en occuper? Ah non. Ah non, c'est la région. La FRAPNA a reçu, parce que légalement, il faut que ça soit fait 6 mois avant, a reçu en juin, comme quoi ça allait être remis, la convention, il allait y avoir un nouveau AMI, un appel à manifestation d'intérêt. Et donc, voilà, la FRAPNA a été, on va dire, parce qu'il aurait pu y avoir une tacite reconduction, ce qui n'a pas été le cas. Donc, Françoise, je vais laisser la parole à Françoise parce qu'elle est déléguée au PNR et elle va la réponse. Je peux répondre à Arnaud. Donc, ce qu'il aurait reproché, c'est un manque d'ouverture au public. Voilà. Parce qu'une réserve, disons, régionale doit être ouverte au public suivant des laps de temps et avec de l'entretien, des animations et tout ça, ce qui n'est pas fait. Voilà. Ce qui est pas fait ou pas suffisamment fait, parce que c'est quand même fait un peu. Mais enfin, bon. Voilà, apparemment, pas assez, quoi. Voilà, on va dire ça. Voilà. Parce que, encore une fois, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui est reproché pour savoir si le parc est en mesure de faire mieux. Mais Arnaud, je l'avais évoqué, c'est vrai que c'est très difficile d'y pénétrer. Oui. Alors moi, je répondrai simplement sur le fait qu'il s'agit d'une réserve et que ce n'est pas un parc d'attractions. Donc il faut que ça soit un accès qui soit très contrôlé, parce que sinon, si c'est pour faire un lieu qui est ouvert de la même façon que les autres parties du Bois de Pailloli ou tout ça, donc là, il y a vraiment un souci de faire que ça soit, c'était la volonté des propriétaires au départ qui ont choisi cette forme de protection, c'est-à-dire une réserve, et l'idée, c'est en effet quand même que ça soit, alors, je suis d'accord que ça peut être ouvert pour des écoles, pour des visites encadrées, de découverte et tout ça, mais ça ne peut pas être de toute façon un lieu ouvert, parce que sinon ce n'est plus une réserve. Non, voilà. C'est sûr qu'il est hors de question de faire des barbecues au milieu. Voilà, j'ai compris, je suis un peu extrême dans la remarque, mais c'est ça. Il faut surtout que ce soit ouvert à des scolaires, des animations et tout ça. Mais je crois que Françoise a répondu parce qu'elle elle avait les éléments. Mais c'est toujours ce que j'ai entendu. Hein. Je finirai par un clin d'œil, mais quand on entend les propos de l'ancien président de région par rapport à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, on est en droit de s'inquiéter un petit peu des façons des relations que la région peut avoir avec des organismes comme la FRAPNA. Voilà. Parfait. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Non, mais quand j'étais en responsabilité aussi au département, je me suis toujours opposé à cette gestion qui était complètement fermée. Depuis, ça a évolué, tu le disais Françoise, il y a eu quelques visites qui étaient possibles, mais au départ, personne ne pouvait rentrer, même pas les scolaires. Et moi, dans ces conditions-là, j'avais toujours dit non à cette réserve naturelle qui était donc gérée par la région à l'époque. Hein. Après, ça a évolué, maintenant les enfants ont pu y aller, etc. Donc c'est déjà un petit peu ouvert. Mais c'est vrai, mettre de l'argent public sur une réserve qui est complètement fermée, je dis bien complètement fermée à l'époque, ça nous posait de vrais problèmes. Voilà. Alors après, tu as raison, Arnaud, aussi, de savoir pourquoi ils enlèvent la FRAPNA. Tu y réponds, même s'ils ont fait des ouvertures par rapport à ce qui se passait avant. Donc, il y a quand même les scolaires qui peuvent y aller. Il y a quelques visites annuelles, je crois aussi, pour des... Peut-être pas suffisants, hein, d'accord. Après,
Oui, après, la région n'est pas favorable de travailler avec la Framna, je crois, il n'y a pas qu'ici. Hein. C'est un peu global. Voilà, mais justement, c'est le but de la délibération qu'on doit prendre. Hein. Savoir si on laisse tel quel ou si on délègue au PNR qui est candidat. C'est le seul, d'ailleurs. Après le PNR, bon, ils sont reconnus sur leur Oui. et tout ça. Non, mais Même au niveau régional, quoi, je veux dire. Hein. Voilà, non, si tu veux, moi déjà à l'époque, je vais te réclamer que ce soit effectivement les gens des ENS qui s'en occupent, ce qui revient au même, maintenant c'est sous le couverture. On retrouve les mêmes. Hein. Je suis d'accord, mais non, mais je veux dire simplement, les techniciens qui étaient là, qui étaient pour Natura 2000, je dis, c'est eux qui vont s'en occuper. Hein. Ils sont au PNR maintenant. Mais oui, maintenant c'est au PNR, mais je veux dire, c'est les mêmes techniciens. Bien. Bon, alors, le but de cette délibération, c'est de savoir si on fait un courrier de soutien à la candidature du PNR pour la gestion de la réserve naturelle, donc des Gradonnaves de Bretonne. Voilà. Je pose la question. Et donc, est-ce qu'il y a des voix contre? Tu es contre que ce soit le PNR? C'est pas la question, hein? Mets ton micro, Georges. Non, mais c'est pas... Tu réponds pas à ma question, Georges. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire, quand même. Ça. Oui. Voilà. Alors, je réponds à ma question. Ça concerne un courrier de soutien à la candidature du PNR et du Bande-Neige pour la gestion de la réserve naturelle des Gradonnaves. Donc, pour ce courrier à destination du PNR, est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, c'est à l'unanimité. Merci beaucoup. Non, mais c'est complètement... Pourquoi répondre à un truc que c'est pas nous qu'on va décider? C'est quand même incroyable. Bien. Alors... L'ancien, je ne sais pas si il est mort, d'ailleurs, mais je le connaissais bien. Très poli. Voilà, bah, écoute, cette réflexion n'engage que toi, Georges. Bien, donc, le conseil municipal est terminé. J'ai 2 ou 3 infos qui concernent des ventes. Une vente Ours Laurence et Rampon Catherine et une vente Compère Michel. Et en question diverses, il faut que l'on trouve au niveau du conseil municipal un référent moustique tigre. Alors, voilà, je laisse ça à votre réflexion. Si Marie-Jeanne est spécialisée dans l'ambroisie, dans les moustiques tigres. Voilà. Voilà, alors je soumets ça à votre réflexion. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, d'abord pour commencer? Voilà. Franchement, à quoi ça sert? Il est partout maintenant, le moustique tigre. Ça sert plus à rien. Je crois qu'on a perdu la bataille contre le moustique tigre. Mais bien sûr, mais bien sûr. Parce qu'à une époque... Oui. Il n'y a pas de candidat, alors. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait, Rémi, là? Je vais répondre qu'il y aura carence de candidature et puis voir auprès des agents. Voilà. Parce qu'il fallait les absents, après. Élu et un référent agent pour suivre des formations, etc. Oui, Rémi, mais enfin bon, quand il y aura les formations, on va perdre un agent pendant 1 journée ou 2 jours. Bon. Voilà, c'est encore nous qu'on paye, là. Hein. Bien. Bon. Vous penserez bien à vider les oui, c'est nous qu'on paye. Les coupelles de mon pot de fleurs. Je m'en fous, et je dis, c'est nous qu'on paye. Faire attention qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne. Voilà. Alors, donc, bon, ce conseil est terminé. Merci beaucoup. C'était le prochain conseil. Ah, le prochain conseil. Le prochain conseil municipal. Donc, il aura lieu au mois de février, je suppose. Mais je propose de Ah, d'accord. Écoutez, moi, je vous propose, sur la proposition de Thierry, je vous propose le 26 février. Ça vous va? 26 février à 20h.
si on a tous les éléments d'ici là, on pourra voter les Peut-être comptes administratifs, peut-être. Peut-être. Bien, en tout cas, merci de votre attention, mais à bientôt.